Bon, on va commencer notre séance de séminaire. Ce qui est la première séance de la troisième année du séminaire co-organisé par l'INHA, le HESS et Anima autour donc, des vases grecs, images, corpus et collections. Alors l'année dernière a été écourtée comme beaucoup de séminaires, donc les séances à partir du mois de mars ont été annulées. Donc cette année, on a décidé de reprogrammer un certain nombre des séances qui n'avaient pas pu se tenir l'année dernière. On en a programmé d'autres aussi, mais on a un programme qui est encore très fluctuant. Donc je vous ai mis à l'écran et qui en plus cette année n'est pas encore complètement arrêté et qui n'a pas été imprimé non plus. On a dû aussi faire des changements de salle par rapport à ce qui avait été prévu, puisque maintenant, comme vous l'avez vu, on a des jauges basses dans la salle. Et donc, on inaugure aussi la diffusion du séminaire à la fois donc, en présentiel et à distance par Zoom. Des gens ont la possibilité de suivre ce séminaire. Donc, s'il y en a si c'est le cas, s'il y en a qui sont à distance, donc leurs micros sont coupés, on leur demande de garder leurs micros coupés. Et s'ils ont des questions pour notre intervenant, de poser les questions dans le chat de Zoom, et à la fin, on regardera et on pourra répondre aux questions qui ont été posées. Et de la même manière, à la fin de l'intervention, pour les questions, il faudra parler du coup dans le micro qui est là, pour que les questions du public et les interventions puissent être audibles par les gens qui suivent à distance. Et ensuite, tout ça sera mis en ligne sur la chaîne de l'INHA et donc pourra être revu également plus tard. Donc, deux mots sur le programme que vous avez à l'écran. On commence aujourd'hui avec la collection du musée d'Angers. La séance du mois prochain qui est bien maintenue donc, sera avec Alexia Zambon sur la collection Fauvel le 6 novembre. Donc là aussi, changement de salle, on sera en salle Vasari, donc juste au-dessus. La séance de décembre a été annulée faute de pouvoir trouver une salle libre. Mais nous accueillerons Bénédicte Garnier pour nous parler de la collection Rodin le 22 janvier. De la même manière, il n'a pas été possible de programmer quelque chose en février, mais on se retrouvera le 12 mars avec Annie Verbank-Pirard pour nous parler de la collection de vases de Marimont. Encore le 4 avril avec John Fapas pour le musée de Thèbes. Et les séances de mai et juin sont encore à préciser. Et normalement, nous aurons Georges Cavadias qui devait être présent l'année dernière, qui nous parlera de la collection Vlastos au Musée national d'Athènes. Alors évidemment, tout ça, c'est un programme prévisionnel qui peut encore évoluer, et surtout, tout sera mis à jour régulièrement sur le site internet de l'INHA, donc je vous invite vraiment à regarder pour être bien sûr de la tenue des séances. Et normalement, à chaque fois, il y aura la possibilité de les voir à distance. Et de la même manière, on peut aussi s'inscrire, comme la jauge des salles est très réduite. S'il y a plus de 26 personnes dans la salle, on sera obligé de refuser du monde. Donc vous pouvez aussi vous inscrire pour être sûr d'avoir une place pour assister aux séances. Voilà, donc après ces considérations très pragmatiques sur cette année, je suis très heureuse d'introduire notre premier intervenant, Fabrice Rubiela, que j'ai connu il y a quelques années, quand il était encore restaurateur, puisque Fabrice a eu plusieurs vies, enfin toujours autour du patrimoine et du vase grec, mais après une formation à l'école du Louvre et à l'EHESS, il a passé le concours pour devenir restaurateur du patrimoine et donc a fait la formation à l'INP en spécialité art du feu. Il a notamment restauré beaucoup de céramiques grecques dans de nombreuses collections, notamment au cabinet des médailles, où il a non seulement restauré des œuvres, mais il a aussi participé au chantier de conditionnement
collections en vue de leur déménagement dans le cadre du projet Richelieu, et notamment toute la collection de fragments de vases grecs qui posaient pas mal de problèmes de mise en boîte. Et donc, après cette première vie de restaurateur, il a passé le concours de conservateur du patrimoine, cette fois-ci, toujours à l'INP. Et à sa sortie, donc son premier poste est au musée d'Angers, où il est depuis un peu plus d'un an, en septembre 2019, où il s'occupe des collections antiques, si je vais noter, extra-européennes, objets d'art et sculptures. Voilà, donc un poste très vaste. Il faut souvent être assez polyvalent pour ce genre de poste. Mais donc aujourd'hui, il va nous parler des collections qui, sans doute, qu'il connaît le mieux, en tout cas sur lesquelles il a déjà des compétences acquises depuis de nombreuses années, donc, puisqu'il va nous parler donc, des collections de vases grecs du musée Pincé, qui en plus a une actualité, et c'est aussi pour ça qu'on est très heureux de l'accueillir aujourd'hui, puisque ce musée a été fermé en 2005 et a rouvert donc, le 15 février 2020 pour être refermé un mois après, comme Fabrice nous l'expliquait. Mais donc c'est vraiment une réouverture après 15 ans de travaux et une collection très importante avec une longue histoire, mais qui est sans doute peu connue, et on l'espère avec cette réouverture, ça va être l'occasion de refaire découvrir ces fonds. Voilà, donc je te laisse la parole. Normalement, ça marche. Donc, un grand merci Cécile pour cette invitation. Donc, je suis ravi, je suis même très flatté, je ne vous cache pas, d'être ici, sachant tous les grands noms que j'ai devant les yeux qui viennent participer à ce séminaire. Alors forcément, en tant qu'amoureux de la céramique grecque, j'ai tout de suite dit oui à Cécile pour cette invitation. Et je ne vous cache pas que c'est aussi pour moi et pour nous, au sein de la direction des musées d'Angers, c'est une occasion pour nous de reparler et de faire connaître ce patrimoine qui est conservé à Angers dans les différents musées, et surtout pour le musée Pincé, qui est un véritable à la fois bijou architectural et qui a des richesses incroyables. Je vais y revenir de toute façon un petit peu dans le détail. Je ne sais pas comment sortir de là. Que je vous mette mon diaporama. Il est ici. Voilà. Déjà, vous avez une approche du bâtiment. On va le voir d'une vue générale. Alors, pour parler de la collection de vases grecs du musée Pincé, il faut déjà avoir conscience que ces vases grecs sont pas si nombreux que ça. C'est une collection assez restreinte, puisqu'il y a à peu près, je dirais, entre 70 et 80 objets. C'est pas beaucoup au regard des grandes collections, alors certes parisiennes et nationales, le Louvre en premier lieu, les collections de la BNF, mais aussi, si on va un petit peu plus loin, les collections comme celles qui sont à Sèvres, ou même encore du côté de Saint-Germain-en-Laye. Donc forcément, nous sommes dans un paysage muséal un petit peu différent. Les musées d'Angers sont des musées de collectivités territoriales, et néanmoins 80 objets, c'est déjà, pour des vases grecs, c'est déjà pas mal, parce qu'il n'y a pas que des vases grecs, il y a aussi un petit peu de sculpture, de figurines en terre cuite, de verre, etc. Puis il y a plein d'autres choses à vous passer. Mais j'ai vraiment focalisé à la demande de Cécile sur les vases grecs, qui sont donc au nombre de 70-80. Je ne vous cache pas que dans les années 40, il y a eu des disparitions, donc on a des vases encore qu'on aimerait à un moment donné retrouver, mais qui ont sans doute été volés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans l'ouest de la France, il y a une sorte de vivier de collection d'antiquités classiques. Bien évidemment, le premier qui me vient à l'esprit et qui est notre voisin, c'est le musée d'Aubray à Nantes, avec lequel voilà, nous travaillons aussi
et qui sont sur des problématiques très similaires. Mais je pense, Cécile, aussi, alors un petit peu plus vers le nord, au musée de Rouen, au musée d'Antiquité forcément. Et si on regarde, là on se rapproche de Paris, mais du côté de Compiègne, là une collection extraordinaire. Forcément, moi, musée Pincé à côté semble être un petit joueur, si j'ose dire. Mais vous allez vous rendre compte que c'est une collection assez incroyable parce qu'en à peine une soixantaine d'objets, on va vous parler d'un collectionneur, on va vous parler de la façon dont il a collectionné et on va aborder un petit peu, alors pas toutes les périodes de l'histoire de la céramique grecque parce que nous n'avons pas cette prétention, mais on va du 6e siècle jusqu'au 4e siècle et puis au-delà avec notamment tout ce qui est figurines en terre cuite. Et ça permet un petit peu de poser les jalons. Alors il n'y a pas de grand chef-d'œuvre, il n'y a pas d'Exéchias, il n'y a pas de Prognos, voilà, j'aimerais bien, mais j'en ai pas pour l'instant. Mais en tout cas, il y a quand même des bases de qualité sur lesquelles nous reviendrons. Alors, juste un petit peu quand même pour mettre dans le contexte en juin, pour que vous compreniez un peu aussi quelle place a cette collection et comment on peut l'appréhender. Alors, à Angers, nous sommes 6 musées plus un service qui s'appelle l'Artothèque, hein, vous connaissez sans doute les Artothèques. Ces établissements sont réunis dans une direction unique. Nous sommes ce qu'on pourrait dire une mutualisation, c'est même au-delà, c'est une mutualisation très particulière, puisque nous sommes une entité, les musées d'Angers, et chaque conservateur est amené à intervenir dans plusieurs de ces sites. Moi-même, je suis au musée Pincé, au musée des Beaux-Arts, à la galerie David d'Angers et au musée Château des Villevêques. Ce qui fait que c'est en fonction de des domaines de collection qui nous sont confiés que l'on intervient sur différents sites. Vous avez un petit peu ce florilège, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est aussi pour montrer qu'on a des bâtiments assez somptueux. Et vous avez le musée Pincé en bas qui là, est en plein centre-ville, c'est assez avantageux. Et alors le musée Pincé, il a une identité très forte, puisque au courant du XXe siècle, on a voulu en faire le musée où sont présentées les collections relatives à l'Antiquité méditerranéenne et aux civilisations extra-européennes, c'est-à-dire la Chine, le Japon et l'Amérique précolombienne. Donc de la Grèce à l'Égypte, à l'Étrurie, à Rome, etc., on va au Japon. On fait un véritable voyage quand on rentre dans ce musée. Et c'est vraiment son identité marquée. Mais ça n'a pas tout le temps été le cas, et on va le voir, c'est son histoire en fait qui montre que c'était un musée encore plus large. Et au milieu de tout ça, vous avez cette collection de vases grecques, qui pourtant est en fait le noyau principal de l'histoire, en quelque sorte, de ce musée. Alors, en fait, aux origines de ce musée Pincé, il y a deux personnes importantes pour nous, parce que 2 ans en juin. Le premier, c'est celui que vous avez à gauche, c'est Lancelot Théodore Turpin de Crissé, le comte Turpin de Crissé, qui était un peintre qui était d'origine angevine et qui a légué sa collection à sa mort en 1859. Cette collection, il y avait des vases grecques, justement, mais on va y revenir. Guillaume Bodinier, à côté, c'était également un artiste, un peintre. Il avait également été conservateur au musée d'Angers et c'était un ami de Turpin de Crissé. Et au moment du legs de la collection Turpin de Crissé, Bodinier, qui sentait bien que dans le musée des Beaux-Arts d'Angers, c'était allé trop à l'étroit, cette collection tentaculaire, décide d'acheter un hôtel particulier, qui est l'hôtel de Pincé. Et à cet hôtel particulier, il le lègue, il le donne à la ville, à l'unique condition que celui-ci puisse accueillir des collections de Turpin de Crissé. Donc en fait, c'est à un moment donné dans son histoire, le musée Pincé s'appelait le musée Turpin de Crissé. Au final, ça a vite changé puisqu'il y a eu d'autres collections qui sont arrivées et au final, voilà, ça devient un lieu vraiment où quand on y rentre, on est à la fois, enfin, on sent presque le personnage de Turpin de Crissé rodé, mais au final, il ne l'a pas connu, ce lieu, en tout cas, on ne sait même pas s'il y est déjà rentré, puisque
sa collection n'était pas du tout là, sa collection était à Paris. Et ensuite, à sa mort, a été rapatrié à Angers. Alors le voici, cet hôtel de Pincé. C'est un véritable bijou architectural de la première Renaissance française. Alors, quelques mots très très rapides. C'est un hôtel particulier qui a été construit pour Jean de Pincé, qui était lieutenant criminel et qui avait d'ailleurs été aussi maire d'Angers à 3 reprises. Et ce personnage, cet éminent personnage de la société angevine, s'est fait construire à cet hôtel particulier. Il fait appel à un architecte local qui ne parle pas assez fort, c'est ça? Il faut que je me rapproche, très bien. Merci, désolé pour les personnes à distance. Et donc cet hôtel particulier, il a été construit par un architecte local qui est Jean de Lépine et qui a fait véritablement un véritable chef-d'œuvre architectural. Ici, je vous montre quelque chose que même si vous venez à Angers, vous ne le verrez malheureusement pas parce que ce n'est pas accessible au public, c'est la voûte au sommet de l'escalier, cette voûte en palmier qui est assez extraordinaire quand on a la chance de la voir. Et avec cet édifice, ensuite, lorsqu'il a été donné à la ville, on y a fait des travaux. Ici, c'est vraiment l'aspect travaux du 19e, vraiment dans le sillage de Viollet-le-Duc, par un architecte Lucien Magne, qui a un peu retaillé le décor, etc., mais qui a même supprimé un niveau, bon, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès les années 70, 75, si je ne me trompe pas, on le classe monument historique. Et en 1889, le musée ouvre ses portes au public pour ne jamais les refermer jusqu'en 2005. Et en 2005, le musée ferme pour des raisons d'accessibilité et de sécurité et ne va rouvrir ses portes qu'en février 2020, comme l'a gentiment dit Cécile. Je ne vous cache pas qu'il a fermé à cause du confinement, qu'il a réouvert très 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 récemment, le 5 septembre. Et donc on est un musée qui a connu deux ouvertures dans l'année, ce qui est rare, je crois, et qui est un musée qui attire beaucoup de personnes parce qu'il est très attendu par les anges. Alors, ce qui est important avec ce musée, cette collection, c'est donc la figure de Turpin de Crissey qui... alors, Turpin de Crissey, je vous dis, c'était un peintre. Il est né en 1782, il est mort en 1859. Il a été inspecteur des beaux-arts et membre de l'Institut. Et surtout, enfin, nous on le retient surtout pour ça aussi, parce que c'est c'est peut-être là où tout a commencé. Il a été chambellan de Joséphine à la Malmaison à partir des années 1810 jusqu'en 1814. C'est bon, je ne vous explique pas pourquoi. Et là, il a sans doute découvert la collection, la splendide collection de Joséphine à la Malmaison. Et c'est sans doute là qu'a commencé à naître cette idée, cette envie, ce goût pour la collection, ce goût pour les vases grecques, mais pas uniquement aussi, ce goût pour l'archéologie égyptienne, etc. Alors, c'était aussi le filleul de Choiseul Bussier, forcément, ce dernier l'a beaucoup l'a protégé, l'a incité à voyager. C'est lui qui va vraiment donner ce goût du voyage avec son premier voyage en Italie avant qu'il arrive au service de Joséphine. Et ça, Turpin de Crissey nous le dit, que ces voyages l'ont beaucoup formé en quelque sorte au goût des collections. Alors, il voyage avec son épouse, notamment en 1818 en Italie, et il va faire quelques découvertes et quelques trouvailles d'objets. Alors, ce qui est assez incroyable chez lui, en fait, ça fait qu'un an que je suis en poste, j'ai l'impression de le connaître, c'est presque un ami Turpin de Crissey, parce qu'il a écrit une lettre qu'il adresse à monsieur le directeur des musées d'Angers ou monsieur le conservateur. Donc je me sens un tout petit peu, pas en tant que directeur, mais en tant que conservateur, je me sens un petit peu... j'ai l'impression que c'est à moi qui s'adresse, en tout cas à moi et mes prédécesseurs et mes successeurs. Et il explique son legs, il explique pourquoi il va léguer. Il explique comment il a collectionné. Il nous explique qu'en fait, sa collection, ça fait partie, c'est une partie de lui-même. Et qu'il
on ne peut pas la comprendre si on évacue sa personnalité, etc. Et il explique ses choix. En fait, il est vraiment à la fois modeste parce qu'il nous dit qu'il n'est pas un érudit. Alors, je vous cite je vais vous faire pas mal de citations de sa lettre, mais je trouve que c'est important pour aussi comprendre la personnalité. Et il dit, vous savez sans doute, monsieur, que ce n'est point un homme érudit, un antiquaire de profession, un véritable numismate qui a formé la petite collection dont le soin vous est confié aujourd'hui. C'est un artiste, et ça c'est important, c'est qu'en fait il se montre en tant que peintre, c'est un artiste n'ayant cherché dans le choix des monuments qu'il a assemblés que la manifestation de la beauté, de la grandeur, du goût délicat, empreint dans les moindres œuvres des anciens. Si quelques objets d'une beauté plus douteuse ou plus contestable se trouvent ici réunis, c'est sans doute qu'il devait appuyer, éclairer un point douteux, déterminer une date incertaine, apportant à d'autres objets plus parfaits la certitude qui leur manquait. En fait, il nous dit que là, dans sa collection, en gros, je vais traduire d'une façon peut-être un peu brutale, mais il nous dit qu'il fonctionne au coup de cœur, qu'il cherche l'esthétique, en tout cas ce qui touche à sa sensibilité d'artiste, et qu'il ne cherche pas à constituer des ensembles cohérents, des ensembles scientifiques. Il n'en a pas la capacité. D'ailleurs, on en reparlera, mais quand il parle des vases grecs, il a une vision quand même assez, pour nous, très datée, mais qui était un petit peu le cas, enfin, c'était la vision de l'époque, c'est-à-dire la recherche de la grande peinture derrière le vase grec. Alors, justement, ici, je vous montre un extrait de cette lettre, puisqu'il a fait un dessin d'une vitrine, et il propose aux futurs conservateurs de présenter la collection comme ça. Il fait carrément un plan, enfin, il est très directif, mais en même temps, il n'y a aucune obligation, et ça n'a jamais été suivi, je ne vous cache pas. On ne s'est pas vraiment posé la question de le faire, on ne l'a pas fait. Peut-être qu'un jour, il faudrait, lors d'une exposition, en tout cas, certaines pièces ont malheureusement disparu depuis, donc ce sera peut-être un peu plus compliqué pour arriver à faire la totalité. Mais vous voyez ici déjà l'approche très esthétique de sa collection, enfin en tout cas la façon dont il souhaite la présenter. Alors, ce qui est... alors oui, pardon, je vous disais tout à l'heure qu'il nous disait que sa collection c'était lui, et il nous dit, si je le recite encore, que son cabinet c'est lui. Pour que vous puissiez apprécier, monsieur, la persévérante patience, le temps employé à ce travail, plus de 40 ans, je me laisserai aller au plaisir trop facile de parler de moi. C'est que mon cabinet, c'est moi-même, et quand je voudrais m'effacer, chaque pièce réclamerait bien haut l'indication de la provenance, celle de sa date, la circonstance qui l'a fait acquérir, ma joie en l'inscrivant sur mon catalogue. Et ça aussi, c'est important parce qu'il a dressé un catalogue, d'ailleurs, c'est sa femme qui l'écrivait, et c'est le catalogue qui nous a servi, qui a servi au legs, et qui nous permet vraiment. Alors, parfois, c'est un peu difficile de reconnaître certaines pièces parce que les identifications sont plus du tout les mêmes. Puis forcément, il n'y a pas du tout, pour les vases grecs, on n'utilise pas la nomenclature, la typologie d'aujourd'hui. Mais c'est un outil extrêmement précieux. Alors, cette céramique grecque, elle a une place prépondérante dans la collection. Alors, la collection, elle était constituée certes d'antiques, mais aussi de peintures de ses contemporains, de peintures 19e, dessins, des gravures, notamment gravures de la Renaissance ou d'après la Renaissance, d'objets d'art médiévaux et de la Renaissance, et puis d'objets antiques, essentiellement antiquité gréco-romaine, pour faire large, et antiquité égyptienne. À peu près pour l'Antiquité grecque, il y a un petit peu moins de 200 pièces. Et ce qui est assez emblématique, c'est de voir qu'au sein de cette collection, il y a des collections. Alors ça c'est valable dans tous les musées, vous me direz, mais on y retrouve des collections plus prestigieuses, notamment la collection de Durand, la collection de Nom, ça c'est plus pour l'Égypte, mais voilà, on arrive à retracer aussi un peu l'histoire. Alors, ce que je vous propose, c'est pendant un petit moment de parcourir les pièces, de voir un petit peu. Alors,
va pas voir les 80 pièces, on va en voir une petite partie d'une façon plus ou moins chronologique, mais j'ai pris certaines libertés. Je ne bondissais pas si je ne respecte pas la chronologie de la céramique grecque. C'est juste pour moi l'occasion aussi de vous montrer quelques pièces importantes pour nous. Alors, et qu'il était aussi pour Turpin de Chrysé. Alors on commence avec cette pièce qui pour nous, pour les spécialistes de la céramique grecque, n'est pas une pièce non plus d'une grande importance à la fois stylistique ou historique, puisqu'il s'agit d'un lécite à figure noire, probablement de la manière du peintre Démon. On est au début du 5e siècle, et une figure noire qui se veut déjà un petit peu tardive, mais ce qui est important, et ça on le sait, de la main de Turpin de Chrysé, il nous dit que c'est le tout premier objet qu'il a collectionné. C'est son premier objet. Sans lui, il n'y aurait pas de collection. Et c'est là où c'est intéressant de dire ici qu'en fait, c'est un vase grec qu'il a collectionné. Le premier objet qu'il a collectionné, la première œuvre d'art, si j'ose dire, qu'il a collectionné, c'est un vase grec. Et ce vase grec, voilà, il nous en parle, et il dit « Je suivis un peu les ventes publiques, et stimulé par l'exemple, je fis ma première acquisition. Je veux parler de celle de ce petit vase de forme élevée. » Alors il nous dit que cette idée qui combat Éthéocle, en fait pas du tout, comme vous pouvez le voir, on a Héraclès qui est représenté avec une Amazone. Et alors c'est un vase de style ancien, donc bon, c'était la terminologie à l'époque, c'est très archaïque dans sa façon d'appréhender les styles, mais il nous parle d'un travail étrusque un peu négligé, donc forcément, vous voyez bien qu'on est au 19e siècle. Et il nous dit, alors il nous dit que c'est un germe de sa future collection, c'est ça qui est important. Ce vase, je l'ai, et je le regarde encore avec plaisir. Donc là, ça montre bien qu'en fait sa collection aussi pouvait être amenée à évoluer, qu'il pouvait être amené à échanger des objets, même s'il ne le dit pas. Il y a des objets, voilà, je rêverais d'avoir un panorama un peu plus complet de sa collection. Et c'était une collection vivante. Et il nous dit, je profitais de toutes les occasions qui s'offraient, et je fus, à l'aide de quelques échanges, de ne pas laisser mon idée dans la solitude. Donc en fait, voilà, c'est vraiment le tout début de sa collection que vous avez ici. Alors c'est une pièce qui, jusqu'à présent, n'avait pas forcément été valorisée au musée, on le savait, mais même actuellement dans le parcours, on ne l'a pas forcément mis en avant par rapport à d'autres, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais visiter le musée à des visiteurs, des collègues, etc., je ne peux m'empêcher de bien le préciser parce que c'est vraiment ce vase qui prend toute une valeur en fait ici. Alors, ici, deux pièces qui sont assez importantes et qui avaient été valorisées. Alors ça, je vous en reparlerai, mais il y a eu une exposition dans les années 2000, Vase en voyage, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui l'ont peut-être vu. Vase en voyage, qui était une collection itinérante. La première étape avait eu lieu au musée d'Aubray à Nantes, mais elle est venue aussi à Angers au musée des Beaux-Arts. Et cette exposition montrait les collections de céramique grecque de l'ouest de la France. Et il y avait ces deux amphorisques production corinthienne qui étaient présentés, qui sont d'une taille qui sont quand même assez grands. Et ce qui est intéressant ici, c'est que là, on voit un petit peu ce qu'il cherchait à faire, Turpin de Chrysé. Il a essayé pendant toute sa vie d'assembler des objets qui avaient des correspondances entre eux. Et en fait, il cherchait une sorte de symétrie. Donc là aussi, il était dans l'approche très esthétique. On le voit avec le dessin de sa vitrine que je vous ai montré tout à l'heure. Et il cherchait une sorte de symétrie. Alors là, je suis un peu... il y a une pièce dont je connais l'historique, l'autre, je n'ai rien, et encore, il faudrait approfondir. Il y a celle du bas, provient de la collection de Durand, a été acquise en 1836. L'autre, probablement, mais en tout cas, on n'en sait rien. Donc, j'ai des personnes ici qui s'occupent, qui s'intéressent à la collection de Durand. Il faudra qu'on en discute. On en a déjà un petit peu discuté d'ailleurs, mais qu'on voit précisément aussi si on ne peut pas retrouver un historique à cette pièce. Et il s'attachait à collectionner des pièces qui pour lui aussi avaient c'est ce qu'on qualifierait aujourd'hui de pièces intactes, de pièces qui ne sont
pas brisées, de pièces qui ont toute leur intégrité. C'est le cas de cette Nokoé qu'aujourd'hui on attribue, en tout cas qu'on met dans le sillage de la classe du Vatican G47, et cette pièce, elle est juste cassée qu'au niveau de l'anse. Le reste est intact. Et il nous le dit d'ailleurs dans sa lettre. Rien de plus fin et de plus soigné que la peinture de ce vase. Rien de plus fin que la qualité de la terre, pardon pour la répétition du 2, et rien de mieux conservé. Donc là, je ne vous cache pas que c'est une pièce qui pour lui avait une véritable importance, à la fois aussi parce que le sujet l'intriguait beaucoup, qui pour nous voilà, est un sujet que l'on retrouve assez fréquemment aussi, hein, Héraclès qui puise le vin des centaures dans le cratère, et néanmoins on a ici véritablement toute cette, comment dire, cet intérêt qu'a Turpin de Crissey aussi pour l'iconographie. Même si je déplore beaucoup qu'on n'a pas de grands mythes représentés dans les collections. Là, quand on fait des expositions thématiques, des fois j'ai un petit peu, voilà, on me demande des propositions, mais au niveau des vases grecs, ça reste quand même souvent aussi très orienté sur l'iconographie un peu générique. Mais néanmoins, il y a quand même cette pièce qui est assez intéressante. Alors là, c'était pour vous montrer aussi que voilà, d'un point de vue scientifique aussi aujourd'hui, moi je suis un peu dans cette démarche aussi de mieux la connaître et d'essayer de nourrir le dossier d'œuvre par les comparaisons. Et puis, mais en tout cas, Turpin de Crissey n'a jamais essayé de comprendre comment était, d'essayer de comprendre aussi l'originalité de cette forme, etc. Donc, en fait, il nous parle d'une embouchure tréflée, pas tout à fait tort, hein, forcément, c'est une embouchure trilobée, mais il ne va pas plus loin là-dessus. Une autre pièce qui... Ah, je sens qu'il y a une pièce qui intéresse. Alors, cet amphore qui, en fait, est une pièce que, je ne vous cache pas, au musée, on utilise beaucoup pour les visuels, pour toute la communication du musée, parce que c'est une pièce qui est en assez bon état, même si elle est cassée, restaurée, recollée, etc. Mais voilà, c'est une pièce qui a été assez intéressante parce qu'un tout petit peu, alors je ne connais pas très bien cette production, un tout petit peu atypique aussi par la forme, et qui serait attribuable à l'atelier de Nicosthenes. On a là une mention de Turpin qui nous dit qu'il l'a acheté auprès de Rollin père. Donc voilà, cette dynastie de marchands parisiens, notamment plutôt spécialisés dans la monnaie, pas que, mais en tout cas, c'est intéressant aussi de voir qu'il était au fait de tout ce qui se passait autour de lui, des collections, des ventes, des antiquaires, etc. Il était même, là ça va en intéresser certains dans la salle, il connaissait Alexandre Brognard de Sèvres, et il était d'ailleurs même en discussion avec lui sur certaines techniques de céramique. Donc, c'est une personne, ce que j'essaie de vous montrer avec cette accumulation de vases, c'est que c'était une personne aussi de son temps et qu'il est véritablement à réintégrer dans la place, peut-être pas des grands, mais en tout cas des collectionneurs de céramique grecque au XIXe siècle. Et on l'a un tout petit peu oublié aujourd'hui, alors sans doute à cause de la fermeture du musée en 2005, là, ça, je pense que c'est sûr, mais j'espère que voilà, ça travaille aussi pour réhabiliter sa place. Alors, cet amphore alors je me suis trompé de légende, j'ai fait un mauvais copier-coller, excusez-moi, mais ici elle n'est pas du tout attribuée, cet amphore, et pourtant c'est bien une amphore de la deuxième moitié du VIe siècle, une amphore attique à figure noire, qui, elle, proviendrait de la collection Raoul Rochette, et on sait qu'elle aurait été acquise par Raoul Rochette à la collection Durand. En fait, Turpin de Crissey s'y intéresse pour une seule raison. Parce qu'en fait, il nous dit que la qualité, alors c'est une belle pièce, mais la qualité est inférieure à la pièce précédente, à celle-ci, pour lui. Alors, c'est discutable, ça, je ne rentre pas dans la polémique. Néanmoins,
il s'y intéresse parce que c'est la seule pièce de ses collections qui porte des inscriptions. Des inscriptions qui n'ont pas une grande originalité, puisque c'est l'inscription des personnages. Le son n'est pas bon. Ah. Alors, en plus, il y a le masque. Alors, j'espère que je ne vais pas hurler dans les oreilles des gens, dans les écouteurs ou autres. Et cet amphore a donc été acheté par Turpin de Crissey pour son inscription, pour ses inscriptions. Ces inscriptions qui, je ne vous cache pas aujourd'hui, sont encore un sujet, un intérêt, puisque j'avais été contacté il y a quelques mois par un chercheur de l'université de Bâle sur justement le corpus des inscriptions sur les vases attiques, et il avait du mal à lire les inscriptions sur notre base de données qui est en ligne, et il voulait des photographies un peu plus précises, chose que je me suis empressé d'aller faire. Et effectivement, voilà, alors j'attends aussi de voir un petit peu s'il y a des choses à tirer de ça. Mais c'est aussi pour vous dire que de plus en plus, la collection aussi attire les chercheurs. Et d'ailleurs, enfin, parmi vous, parmi ceux qui nous écoutent, voilà, je vous accueillerai aussi avec plaisir s'il y a des sujets qui peuvent se dessiner. La figure noire est quand même représentée, la figure rouge aussi. La figure rouge, en attique très peu, avec cet amphore du type de Nola, qui a la grande particularité de porter un cachet en cire qui est celui du royaume de Naples. Alors là, ça montre, et on va le voir avec la pièce suivante, ça nous indique une chose, c'est que forcément il est allé en Italie, il a sans doute ramené des pièces, mais alors là, c'est notamment... je vous en reparlerai tout à l'heure, mais lorsque Brigitte Bourgeois du Centre de recherche et de restauration des musées de France est venue faire une expertise sanitaire de la collection au début des années 2000, elle s'est rendue compte que là, il y avait un fil à tirer, notamment par toutes les études qui ensuite ont été faites sur justement ce réseau à la fois de marchands, mais aussi de restaurateurs du côté de l'Italie, du côté de Naples. Et on a la certitude que certaines pièces proviennent de Naples, ont été directement acquises par Turpin de Crissey. Et c'est notamment le cas de cette pièce. Ce visuel, je l'avais communiqué à Cécile pour illustrer cette conférence, parce qu'en fait, c'est notre chef-d'œuvre. C'est notre chef-d'œuvre, c'est un vase plutôt qu'on pourrait classer dans le style de Kertsch, mais c'est un vase un cratère en cloche, qui est assez grand et qui a été collectionné par Turpin de Crissey sans doute par cet aspect, comment dire, par cette approche, par ce côté très, très spectaculaire. C'est un grand cratère au final. Alors les cratères sont toujours assez grands, mais celui-ci est quand même très grand. Et il a une histoire, en tout cas, c'est l'une des rares pièces dont on a une petite documentation et dont on peut un petit peu retracer l'histoire. Alors, en 1859, forcément, il rentre dans la collection de la ville d'Angers avec le legs de Turpin de Crissey. Mais Turpin de Crissey nous dit que c'est une pièce qu'il a achetée quand il se trouvait être à Naples. Et je n'ai pas pu résister là, à vous faire deux citations. En fait, il est avec sa femme et il dit qu'ils se sont concertés et ils ont pris une décision. Et la décision, c'était de, je cite, « nous borner à un seul vase de qualité importante qui pût toujours faire honneur au cabinet, plutôt que de perdre ou disperser nos modestes ressources en petits objets de peu de prix. » Et là, quand il a vu cette pièce, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, par qui, mais on sait, il nous le dit, que cette pièce se trouve avoir été publiée dans l'ouvrage de Maisonneuve, et que, alors là, parmi vous, il y a des plus grands spécialistes que moi sur cette question justement de la gravure du vase grec et de toute cette historiographie. Donc je m'excuse si je dis des petites choses pas tout à fait exactes, mais en tout cas, c'était une pièce qui est réputée provenir de la collection de Tischbein
Et alors là, Turpin de Crissey, dans sa lettre, nous dit que c'est une charmante composition, que la gravure avait déjà fait connaître donc dans l'ouvrage de Maisonneuve, mais avec certaines corrections. Alors effectivement, il y a des petites choses qui ne sont pas tout à fait exactes, certaines corrections que les dessinateurs se croyaient permis de faire, autant ainsi tout le caractère de la peinture originale. Cette phrase, je l'aime bien, je la ressors assez souvent en montrant qu'en fait c'est un artiste là qui parle. On sent vraiment l'artiste et qui n'accepte pas qu'on vienne corriger en quelque sorte les compositions, les œuvres d'art. Et ça c'est assez intéressant parce que je pense que c'est un peu aussi un maillon dans toute l'étude de la gravure des vases grecs, mais aussi de toutes les œuvres. Juste revenir ici. Ce qui est aussi amusant, c'est qu'il nous dit que quand il a acheté cette pièce, en fait, ça je vous montrerai tout à l'heure, mais il y a d'autres pièces qui ont été acquises. Malgré ce qu'il nous laisse entendre, il y a deux Onokoé attiques à vernis noir qui ont été achetés à ce moment-là. Mais il avait tellement peur, il n'avait pas du tout confiance dans les transporteurs, si j'ose dire, qu'en fait, il n'a pas du tout voulu confier la caisse avec les objets et c'est lui qui s'est chargé de faire le transport avec sa femme. Donc ça, c'est assez amusant parce que c'est lui qui nous le dit. Et on voit bien, et d'ailleurs Brigitte Bourgeois le reprend aussi dans le catalogue Vason Voyage, ce qui montre qu'en fait, il y avait véritablement un grand intérêt. Alors pour nous aujourd'hui, je ne vous cache pas, moi quand je suis arrivé, voilà, c'est sûr, ayant côtoyé les collections du Louvre, de l'ADN, ayant eu entre les mains des pièces très importantes et de très très belle qualité, j'ai vu notamment nos médiatrices me dire ah, un superbe vase grec, on l'utilise tout le temps dans nos médiations, on l'utilise tout le temps pour la communication, etc. Et bon, j'essaie de leur faire comprendre que oui, c'était une pièce intéressante, mais bon, stylistiquement, elle est très emblématique de cette dernière période de qualité en fait de la céramique figurée attique à figure rouge. Mais en même temps, je reviens un peu là-dessus aussi, en me rendant compte qu'en fait, c'est l'un des rares vases avec cette scène mythologique, puisque c'est un banquet divin. Probablement Plutos au centre, mais voilà, c'est Catherine Le Sœur qui avait écrit dans le catalogue pour l'exposition Vason Voyage émet un doute, en tout cas c'est une hypothèse, et surtout Héraclès et Dionysos sont très facilement reconnaissables, Eros derrière, et puis deux servantes, et la face B, voilà, les traditionnelles figures de jeunes gens drapés debout, voilà, là on est d'un style beaucoup plus hâtif, on est vraiment dans cette dernière expression de la céramique attique. Néanmoins, c'est une pièce qui a sans doute été, enfin qui est restaurée, qui est cassée, que je ne vous cache pas, j'aimerais à un moment donné qu'on s'y consacre un petit peu plus, parce que la restauration n'est pas non plus très esthétique. Et, euh, et néanmoins, moi j'avais été très frappé par, je ne sais pas si vous voyez la petite flèche, mais par le motif de coussin en réau blanc qui au final est noyé dans une espèce de voile blanchâtre, peut-être causé à cause de sel soluble, mais qu'il faudrait peut-être à un moment donné envisager une restauration pour remettre en valeur la composition de ce vase. Néanmoins, voilà, c'est un vase qui est un peu la star du musée Pincé. Voilà, chacun se fera son propre avis. Pourtant, quand on regarde la collection, il y a des pièces qui, pour moi, ont une importance, voilà, elles mériteraient d'être un petit peu plus mises en valeur. Et j'essaie un petit peu aussi d'inciter notamment la médiation à travailler là-dessus. Et ce qui est important, c'est de voir que la collection est surtout, et ça c'est normal aussi par rapport à l'époque, est surtout une collection composée de vases plutôt de production italiote. Forcément, Turpin de Crissey allait en Italie, il a pu récupérer des pièces, notamment à Naples, par le biais d'autres réseaux, comme je vous l'ai dit.
Et voilà, toutes les grandes collections européennes aussi se sont constituées avec une grande majorité euh, de vases italiotes ou de vases attiques trouvés sur le territoire italien. Mais c'est le cas euh, de cette hydrie qui, pas du tout, pardon, alors là encore un copier-coller très malheureux, ce n'est pas la collection Tischbein, mais c'est bien une hydrie potentiellement attribuable au peintre de Pisticci, qui proviendrait, selon Turpin de Christ de Basilicate, et qui avait un pendant dans la collection qui était une hydrie attique à figure rouge. Donc en fait, je pense que Turpin de Crissé pensait qu'elles étaient de la même production, parce que forcément là, on est au début de la production lucanienne, donc très influencée par la production attique, et que cette hydrie à figure rouge attique a disparu de nos collections. On ne l'a plus, on en a des photos, puisqu'elle était encore présente au milieu du XXe siècle, mais depuis, elle a disparu. Euh, et c'était intéressant aussi de voir qu'il cherchait, là, comme je vous disais tout à l'heure, à vraiment créer des paires qui sont peut-être même parfois un petit peu arbitraires, mais qui pour lui avaient du sens. Néanmoins, moi, cette pièce, je l'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'elle est vraiment révélatrice d'un style et d'une vision de la collection. Je vous montrerai à la fin de la conférence le parcours tel qu'il est aujourd'hui et vous verrez que j'ai essayé aussi de mettre en valeur au regard du vase précédent, puisqu'en fait ce sont des pièces, je ne vous apprendrai rien, mais quasiment contemporaines, et mais produits dans des endroits différents. Et je trouve en fait, elle se trouve entre ce cratère attique du style de Kertch et un cratère à volute apulien de style orné. Donc je trouve assez intéressant aussi de voir cette évolution et d'essayer aussi de faire comprendre à Angers, aux Angevins, mais également à mes collègues des musées, que cette collection Turpin de Crissé, c'est certes la collection d'un collectionneur, mais qu'elle a aussi de véritables intérêts historiques et notamment de céramologie, en quelque sorte, parce que c'est vraiment un aspect sur lequel des travaux ont été faits, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors voici le cratère apulien, et on en a deux, alors pardon, je suis allé un tout petit peu vite, une paire, encore une fois, qui a été amassée par Turpin de Crissé. Et ces deux cratères à volutes, c'est assez intéressant de retrouver le dessin. Là, je vous ai remis le dessin de Turpin de Crissé. Il les mettait sur une colonne. Il fallait qu'il y en ait qu'ils encadrent la vitrine en fait qu'il proposait. Et ce sont des vases qui, je ne vous cache pas, ont été un petit peu laissés de côté au musée, notamment celui-ci est dans un état très encrassé, etc. Donc il y a encore du travail de conservation à faire là-dessus. Mais ce sont deux pièces qui, alors là, chose, je ne sais pas si dans les autres musées le cas se produit souvent, mais Trendal attribue ces deux pièces au peintre de la Patère et je ne peux m'empêcher de penser que le fait de les avoir réunis n'est pas le fruit du hasard. Et en relisant récemment des études qu'avait faites Martine de Noyelles sur certains corpus, je peux me dire qu'on est peut-être ici face au témoignage du matériel peut-être d'une tombe en Italie du Sud, qu'ils proviennent peut-être de la même tombe. Je n'en sais rien. Turpin de Crissé est muet là-dessus et il nous dit simplement que il a ces deux vases et il nous dit, pour préciser la troisième époque, parce que dans sa lettre il fait toute une démonstration sur les différents styles de vases grecs, alors qui, bon, aujourd'hui n'a plus du tout lieu d'être. Et il nous parle de ces deux vases qui sont ornés de têtes de méduses. Donc là, on les reconnaît, hein, ce sont ces deux cratères à volutes apuliens qui sont chargés d'une multitude d'ornements, rinceaux, méandres, etc. On sent que voilà, il tend à faire un jugement de valeur sur l'aspect des figures qui sont négligées, le dessin médiocre. Donc c'est souvent ce qu'on a dit de ce style apulien, ce style orné. Mais alors il nous dit c'est Oreste comme étude un spécimen curieux. Donc oui, peut-être pour son époque. En tout cas, moi je trouve que c'est dommage et qu'ils ne nous en disent pas plus
parce que peut-être là, j'aurais été très intéressé de savoir un peu comment il les a acquis, à quel endroit, s'il les a achetés en même temps, et vraiment, parce que là, je trouve qu'on a quelque chose quand même d'assez symptomatique. Et c'est le cas également de deux Lecanides à figure rouge. Je vous montre la deuxième ici. Alors, là, je veux bien en discuter avec vous tous tout à l'heure, parce que ces deux pièces me posent problème. Déjà, dans la bibliographie, tantôt on les attribue à l'Italie du Sud, tantôt elles sont attiques. Ayant moi-même travaillé sur les Lecanides attiques à figure rouge, je suis un peu gêné. Pour moi, elles seraient plus italiotes, mais voilà, alors c'est aussi l'occasion, j'en profite, et si je peux avoir des informations là-dessus, j'en serais ravi. Néanmoins, ces deux pièces sont de toute petite taille, et leurs anses sont plutôt des anses plutôt proches de celles des coupes, c'est-à-dire que sur les Lecanides, on les trouve assez rarement, et ce sont, quand on les regarde, quand on les a en main, ce sont comme deux petites boîtes, comme deux petites boîtes à bijoux, en fait, vraiment très très fines, et elles ont le même type de composition à trois personnages. Et là, encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elles proviennent peut-être du même contexte. Néanmoins, là aussi, il est assez muet là-dessus, il n'en parle même pas dans sa lettre, et dans son inventaire, il n'y a rien, on les a, mais il n'y a rien de précisé sur leur provenance. Donc si vous avez aussi des points de comparaison à me donner, je suis preneur, voilà. Et on en reparlera. Alors, j'ai presque fini le panorama général de cette collection, mais je voudrais aussi quand même m'attarder un petit peu sur le fait qu'au musée, on a aussi cherché à montrer ce qu'était le cabinet d'antique, un cabinet d'antique au XIXe siècle, un cabinet de Turpin de Crissey, mais comme aussi pouvait l'être celui de Durand ou d'autres. Et quand on a cherché un petit peu à traduire notre propos avec l'équipe de médiation pour vraiment le rendre le plus intelligible possible, parce que c'est notre travail, on a cherché des adjectifs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une chose qui revenait souvent, c'était objet de petite taille. Alors ça va vous faire sourire, mais en fait, quand on regarde la collection de vases grecs de Turpin de Crissey, on se rend compte qu'il a aussi cherché, en plus de la symétrie, il a cherché aussi à acquérir des objets de petite taille, sans doute parce que plus facilement transportables, plus facilement voilà, stockables. Bon, je ne veux pas tomber dans l'anecdote, mais c'est un peu cette idée. Il nous apprend, notamment quand il a acquis le grand cratère du style de Kertch, il nous dit qu'il aurait voulu acheter, j'avais un grand désir de joindre à ces trois pièces un ou deux ritons. Mais le prix en était alors tellement élevé à Naples que nous dûmes renoncer à ce désir. Plus tard, nous pûmes en acquérir de très beaux à la vente du rang. Et ce sont ces deux ritons qui avaient été également présentés à l'exposition Vase en voyage, tête de lévrier, tête de taureau, et provenant d'ailleurs attribuable au groupe de Manzi. Et il y a beaucoup de pièces en fait qui sont attribuables à ce groupe-là dans sa collection. C'est assez intéressant aussi de voir que ces petits objets avaient vraiment, c'était peut-être ces petits objets qu'il montrait volontiers. Et le goût pour les vases plastiques est assez récurrent chez lui. Donc là, je pense que c'est sa sensibilité d'artiste qui parlait, mais peut-être aussi les découvertes de l'époque, puisque là, on a ces deux onokoé attiques du 5e siècle qui le montrent pareil. On en avait trois dans les collections, il y en a une qui a disparu. C'est des petits objets, ça disparaît malheureusement. En tout cas, voilà, ce sont des pièces assez, au niveau de la production qu'on connaît assez bien, et qui montrent voilà, que Turpin de Crissey avait quand même cette approche un peu hétéroclite, en tout cas qui cherchait un peu plusieurs domaines. Et pardon, la photo est un petit peu floue. Une pièce qui là
Le père Amé, c'est le seul passage où, comment dire, c'est la seule fois où je vais aborder une pièce qui n'est pas de Turpin de Crissé, qui ne vient pas de sa collection, mais c'était aussi pour vous montrer que la collection de vases grecs du musée Pincé n'est pas que du Turpin de Crissé, mais majoritairement Turpin de Crissé et quelques pièces qui ont été acquises a posteriori. Cette pièce-là m'a posé beaucoup, beaucoup de soucis. Quand je suis arrivé, la sélection qui avait été faite pour le nouveau parcours permanent avait été faite par mon prédécesseur. Il y avait des ajustements à faire. Et je ne vous cache pas, je l'ai retirée. Je l'ai retirée du parcours parce qu'elle m'a un petit peu surprise. Et puis ma directrice, pour tout vous dire, ma directrice, elle la voulait bien pour l'exposition qu'elle préparait, dont le thème était la mer. Donc voilà. Et ça m'arrangeait parce que j'avais un petit peu, j'étais mal à l'aise face à cette pièce. En cherchant et en consultant l'ouvrage de Trendall et de McPhee sur cette typologie, cette pièce est citée. Elle est citée parmi, avec deux autres, je ne sais plus où elle se trouve, mais qui sont des rares exemples de plats à poisson à décor polychrome. Là aussi, si vous en connaissez, je suis preneur. Je m'étais même demandé si cette pièce n'était pas un faux à un moment donné, mais matériellement, c'était quand même, elle me paraissait quand même bonne. En tout cas, c'est une pièce, on le sait par nos inventaires, c'est une pièce qui a été achetée au milieu du XXe siècle par un conservateur qui est Henri de Morand. Henri de Morand, il est extrêmement important pour nous parce que c'était le conservateur du musée Pincé dans ces années-là et c'est le premier directeur de ces musées mutualisés en fait. C'est lui qui a été un peu à l'origine de la mutualisation et surtout il a fait une chose extrêmement importante pour nous, c'est qu'il a fusionné des collections. Alors je m'explique, en fait à Angers à l'époque il y avait plusieurs musées, dont le musée Pincé et le musée des Antiquités, le musée des Antiquités qu'on appelle entre nous le musée Saint-Jean, parce que dans l'ancien hôpital Saint-Jean, ce musée n'existe plus aujourd'hui, mais les collections, on les a toujours, elles ont été attribuées au musée des Beaux-Arts, et dans ce musée des Antiquités, il y avait plein de choses, mais vraiment c'est un musée avec une très très grande diversité, et notamment il y a des antiques. Égypte, Grèce, Rome. Et Henri de Morand a voulu que le musée Pincé devienne le musée des antiquités méditerranéennes et des civilisations extra-européennes. Donc en fait, il a fusionné les collections. C'est peut-être d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a certaines pièces qui peut-être ont disparu. Je ne dis pas que c'est lui, hein, parce que je ne pense pas, mais il y a eu, voilà, c'était un moment un peu où il n'y avait pas forcément d'inventaire précis. Et aujourd'hui, on a encore des pièces qui sont rattachées à cet ancien fond du musée des Antiquités qui devraient arriver dans le fond du musée Pincé. Alors, on est vraiment en train de remettre à plat nos collections, et ce qui permet aussi de redécouvrir certaines pièces. Donc, je n'aurai pas de grands chefs-d'œuvre de la céramique grecque à redécouvrir, mais en tout cas, ça montre qu'aussi Henri de Morand avait vraiment cette volonté de compléter la collection par cette pièce très atypique, en tout cas à ses yeux et à mes yeux aussi. Alors, je pense qu'on aura pas mal de temps pour discuter entre nous, mais je voudrais maintenant aborder une partie qui serait un peu pour vous parler de ces collections de vases grecs, essentiellement de Turpin de Crissé, au XXe et au XXIe siècle. Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand les collections arrivent à Angers, elles sont placées au musée des Beaux-Arts, ensuite elles sont transférées au musée Pincé, dans l'hôtel de Pincé, dans les années 1880 pour l'ouverture en 89. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose pendant quelques décennies, jusqu'en 1923. 1923, c'est une étude qui a été faite par Valotter dans la revue archéologique où il étudie les vases grecs de la collection Turpin de Crissé. C'est hyper important pour nous parce que c'est sa numérotation qui nous donne nos numéros d'inventaire. Et cette étude est faite avec les moyens de l'époque, est faite avec les connaissances de l'époque, mais est assez importante pour nous. Mais cette étude a été la base de différents catalogues qui ont été faits, différents catalogues qui, le premier, c'est pas celui que je vous montre ici, mais un juste avant en fait, qui est vraiment le catalogue du musée Turpin de Crissé, de cette étendue
cette espèce de capharnaüm, en fait, je pense, quand on devait être dans ce musée, où des gravures du XVIIe siècle côtoyaient des vases grecs. Enfin, je pense, il y avait un classement assez particulier. Mais le premier vraiment qui cherche à classer cette collection, c'est Henri de Morand, justement. Et ça, c'est son catalogue qui nous sert toujours aujourd'hui, pour qui est forcément épuisé, hein, mais que je pense que vous trouverez dans les bibliothèques, et en tout cas que nous avons, et qui est vraiment notre outil de travail, et qui permet qui est établi avec une très très grande précision, qui nous fait pas lire aujourd'hui, parce que je pense que quand on écrit des catalogues, on aimerait avoir cette précision qu'avaient les auteurs de ces catalogues récents, hein. Je pense aussi à tous les catalogues qui ont pu être faits pour la BNF, pour le Louvre, etc. Je crois qu'on est, voilà, on est un peu dans cette idée-là avec Henri de Morand, mais voilà, c'est juste la couverture pour montrer un petit peu ce catalogue. Mais le grand moment, en fait, de la connaissance de cette collection, c'est ce qui s'est passé au début des années 2000. Et en fait, c'est un peu le chant du phénix en quelque sorte. C'est que à partir de là, la collection ensuite est tombée un petit peu dans l'oubli pour 15 ans, puisque le musée Pincé a fermé en 2005. Au début des années 2000, nous sommes alors là, bon, moi je ne vous cache pas, j'étais tout jeune étudiant. Je ne connaissais pas forcément le musée Pincé à l'époque. Et en regardant un petit peu les dossiers d'œuvres, en regardant la correspondance qu'on a à l'époque, alors, sans parler bien évidemment de toute la recherche qui a pu être menée par Bisley et par Trendall, puisqu'on a deux, trois petites mentions de. Alors je ne sais pas s'ils sont passés, ça m'étonnerait s'ils sont passés à Angers, mais en tout cas ils avaient vraiment connaissance de la collection, puisqu'ils l'ont intégrée dans leurs différents corpus. Mais le grand moment, en quelque sorte, de l'étude et de la reconnaissance scientifique de la collection, c'est pour moi ce qui s'est passé au début des années 2000, avec l'intérêt notamment qu'a porté Dominique Frère sur la collection, puisque c'est une collection de l'ouest de la France, qui est dans l'ouest aussi, et qui a donné l'idée de cette exposition itinérante qui permettait de présenter les collections de l'ouest de la France, les collections de vases grecs, des musées, musée d'Aubray, qui se trouve à Le Mans, etc. Et Vases en voyage, c'est une exposition que je n'ai pas vue, je regrette maintenant, je regrette beaucoup, mais sans doute parmi vous, certains l'ont vue. C'était une exposition qui avait vraiment certes, l'approche un peu collectionnisme était importante, mais surtout ce qui était prédominant, c'était l'approche scientifique. Et à cette époque, Catherine Le Sueur, donc, qui est l'un de mes prédécesseurs, qui a fait sa carrière quasiment en entier au musée Pincé, avait accueilli Dominique Frère, avait travaillé avec lui et a écrit dans le catalogue. Et on est vraiment au moment où la collection est en quelque sorte on, on en prend soin. On en prend soin parce qu'on va faire un peu des nettoyages, etc. Pour l'exposition. Et surtout, il y a eu un bilan sanitaire par le C2RMF qui a été fait. Mais alors juste avant, juste un élément avant que j'oublie, c'est que il y avait un projet de rédaction du Corpus Vasorum Antiquorum, le fascicule dédié au musée Pincé. Je ne vous cache pas que ce volume n'a jamais été publié. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai questionné un petit peu mon prédécesseur, Catherine Le Sueur, voilà, qui ça fait longtemps qu'il est à la retraite et qui ne se rappelle plus forcément. Peut-être que parmi vous, certains qui être plus intégrés dans les groupes de travaux sur le Corpus Vasorum Antiquorum. Néanmoins, je ne vous cache pas que pour moi, c'est une grande lacune de ce CVA. Et que j'espère avoir l'occasion, en tout cas, de réinitier cette publication. Néanmoins, tout ce projet donc, a quand même donné naissance à l'exposition Vases en voyage, mais à ce bilan sanitaire qui a été fait par Brigitte Bourgeois du C2RMF et Christine Merlin, restauratrice indépendante de céramique. Et il y a un petit article dans le catalogue Vases en voyage sur cette collection
et le soin qui a été porté depuis le 19e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu l'un des maillons de toute l'approche qu'a Brigitte Bourgeois sur la restauration des vases grecs au 19e siècle, et je la suis très volontiers là-dessus, sur le fait de dire qu'il y a eu des acteurs de la restauration qui étaient très, comment dire, très respectueux des antiques, et que les restaurations campana abusives, elles ne l'étaient pas toutes, en ayant travaillé sur certaines, je peux vous dire qu'elles n'étaient pas toutes abusives, mais voilà, il n'y avait pas que des restaurateurs campana au 19e siècle, et qu'il y avait des choses comme ici. Et notamment cet amphore attique à figure rouge attribué à la manière du peintre de Berlin, qui est brisée, recollée, repeinte, mais uniquement dans les parties de vernis noir, uniquement, d'ailleurs un repeint de vernis noir qui est somptueux, qui ici est vu en lumière ultraviolette, donc on ne voit que ça, hein, c'est ici cette lumière orangée, cette couleur orangée, mais c'est quelque chose d'assez intéressant, notamment, ça ce sont deux Onokoé, alors qui n'étaient pas dans le diagnostic du C2RMF, mais que moi j'ai diagnostiqué en arrivant. C'est des Onokoé attiques, c'est celles qui avaient été acquises avec le grand cratère du style de Kertch, et qui sont réputées provenir de Nola, mais bon, comme beaucoup de pièces au 19e siècle, et en fait elles sont entièrement repeintes. Ça ne se voit pas à l'œil nu, quasiment pas. Vraiment, il faut avoir l'œil exercé pour l'identifier. Quand on les met sous lumière ultraviolette, c'est un véritable feu d'artifice, puisque c'est vraiment la couleur orangée qui prédomine. Et néanmoins, ça montre aussi la dextérité des restaurateurs. Alors, qui, je ne sais pas, je ne vais pas me substituer aux études qui ont été faites là-dessus. Néanmoins, je me suis quand même posé une question. Est-ce que Turpin de Crissey aurait pu toucher ces objets, aurait pu intervenir dessus? Je n'en ai aucune mention. Personnellement, je ne pense pas. Voyant un petit peu le personnage, voyant un petit peu comment il était très respectueux de ces objets. Néanmoins, c'est une véritable question qui jusqu'alors n'a jamais été posée au final. Donc peut-être qu'un jour des documents d'archives nous permettront d'y voir plus clair, mais pour l'instant, voilà, on peut se poser la question. Et cette petite coupe des petits mètres montre aussi le soin qui avait été apporté, puisque la radiographie montre qu'une anse est lacunaire et a été refaite avec une armature métallique. Donc c'est celle qui est ici. Et voilà, alors tout ça, vous le retrouverez dans l'article de Brigitte Bourgeois, mais c'était pour moi l'occasion vraiment de montrer que ce bilan sanitaire a été important. Malheureusement, le musée Pincé a fermé au moment où en fait l'exposition est arrivée, l'exposition Vase en Voyage est arrivée à Angers. Pour X raisons, voilà, que je vous ai citées tout à l'heure, de sécurité, d'accessibilité, etc. Ça a été le choix de l'équipe municipale à l'époque qui était en place. La fermeture n'était pas... C'est toujours pareil, quand on ferme un musée, on ne sait jamais quand on va le rouvrir. Je pense qu'on ne pensait pas qu'on allait mettre autant de temps. Néanmoins, le musée a fermé en 2005. Et il réouvrira en 2020, comme je vous l'ai dit. Mais il y a des choses qui ont été faites, puisqu'en 2015, mon prédécesseur direct, Delphine Gallois, a été l'un des commissaires principaux de cette exposition qui avait lieu au Musée des Beaux-Arts d'Angers, qui s'appelait Curiosité. Alors ça se voulait un petit peu une exposition préfiguratrice du futur musée Pincé. C'est comme ça que ça m'a été présenté quand je suis arrivé. Et là, pareil, c'est une exposition que malheureusement je n'ai pas vue et que je n'ai vue que d'après photo, qui avait l'air assez exceptionnelle. Très très belle exposition et dont l'objectif était de valoriser cette approche du collectionnisme, de montrer qu'en Anjou, et c'est vraiment l'approche locale, en Anjou et à Angers précisément, il y a eu au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle des collectionneurs qui, d'ailleurs, leurs collections se retrouvent en partie dans les collections des musées de la ville, mais pas uniquement,
certains collectionneurs privés aujourd'hui ont encore des pièces qui d'ailleurs étaient présentées dans cette exposition. Et c'était de montrer un petit peu, de mener une réflexion sur comment, dans l'ouest de la France et en Anjou, on a mené cette approche de la collection et orienté vers une sorte de découverte, ou si j'ose dire d'histoire de la découverte de l'ailleurs. C'est un peu ce qu'il y a, mais même moi j'irai un peu plus loin en disant l'histoire de la découverte de l'ailleurs, mais c'est aussi une histoire du goût à l'époque. C'est l'histoire des collections, c'est l'histoire des collectionneurs. Et en fait, cette approche qu'a eu Delphine Gallois, mon prédécesseur direct, a été vraiment reprise dans le projet du musée Pincé tel qu'il est aujourd'hui et dans son PSC. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués aux noms barbares, aux néologismes, aux acronymes plutôt, pardon, du domaine des musées, le projet scientifique et culturel, PSC, est le document qui permet de donner les enjeux du musée sur, on va dire, les 5 prochaines années. Et notre PSC a été écrit par mon prédécesseur et toute l'équipe des musées en 2018. Donc c'est sur ce PSC qu'on s'appuie pour le parcours actuel. Et c'est véritablement cette approche de musée des collectionneurs. Je ne vous cache pas, alors il n'y a pas de secret là-dessus, mais c'est quelque chose de très nouveau. Le musée d'Aubray est en train de mettre en place un réseau des collectionneurs, des musées de collectionneurs actuellement. Nous avons une première réunion via Zoom ou je ne sais quelle autre plateforme dans quelques jours à ce sujet et qui montre aussi qu'on est sur cette approche-là. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pas du tout hors sujet, c'est que pour nous, c'est un petit peu aussi l'angle de lecture de la collection aujourd'hui et tel qu'il est privilégié à Angers. Alors moi, en tant que, voilà, je ne suis pas un grand spécialiste du vase grec, mais en tout cas, c'est un domaine que j'affectionne tout particulièrement et j'espère pouvoir continuer à travailler sur son approche scientifique, pourquoi pas essayer de relancer la publication du CVA, mais il ne faut surtout pas que j'oublie que l'approche primordiale aujourd'hui, c'est cette approche d'histoire des collectionneurs et de musée de collectionneurs. Et c'est vrai que si je devais définir le musée Pincé, je vous dirais que c'est un musée de collectionneurs, parce qu'il n'y a que des collections, que des ensembles quasiment qui sont présentés. Et ouais, on aura un petit peu de temps pour parler. Et justement, alors il faut venir à Angers, il faut venir voir le musée. Je vous montre un petit peu. Alors je ne vous montre pas tout parce que c'est un tout petit musée. Si je vous montre tout, je vais tout vous dévoiler. Je vous montre juste, en fait, pour tout vous dire, le projet, comme tout projet muséographique, est un projet complexe et comment dire, qui dépend aussi, voilà, des budgets disponibles, etc. Ça, vous le savez bien, surtout mes collègues conservateurs dans la salle. Et forcément, le projet a beaucoup évolué. Alors, il n'y a pas eu 15 ans de réflexion, même si je pense qu'il y a eu dès le début, depuis la fermeture en 2005, des petits questionnements. C'est vraiment à partir des années, à partir de l'exposition Curiosité, qu'il y a réellement eu une réflexion sur qu'est-ce qu'on présente. Et initialement, le musée ne devait être ouvert qu'au rez-de-chaussée, avec un parcours permanent uniquement présenté dans une salle. Ce qui fait que c'est très, très condensé. Au final, un autre choix a été fait, notamment par l'équipe municipale, d'ouvrir quand même l'étage, qui malheureusement n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, mais qui, en 2 salles, permettent de présenter le parcours permanent. Le rez-de-chaussée, lui, est dédié à des expositions temporaires. Et en 2 salles, c'est un vrai pari d'essayer de montrer la diversité de ces collections et puis en même temps de se dire que c'est un parcours qui doit être vivant et qui doit évoluer au fur et à mesure, peut-être avec les futures acquisitions. Puisque bien sûr ce n'est pas un musée mort et nous sommes aussi dans cette idée de pouvoir enrichir la collection en recherchant justement les collections, les ensembles qui se trouvent notamment dans la région d'Angers. Ici vous avez donc la salle
consacré à l'Antiquité méditerranéenne et aux civilisations précolombiennes. Hein, pour des raisons de place, hein, on a mélangé les deux, mais vous avez la vitrine à votre droite, à la vitrine précolombienne, au centre, la vitrine égyptienne, et sur le mur de gauche, vous avez l'approche plutôt Antiquité classique, et qui est c'est la plus grande vitrine en fait qu'on a dans tout le musée. Et les vases grecs occupent la moitié en fait de ce dispositif. Alors ça vaut ce que ça vaut. La muséographie, voilà, a été décidée avant mon arrivée. Un muséographe a été mandaté pour ça, enfin un scénographe, pardon. Et l'idée a été vraiment de présenter de façon un peu thématique cette collection. Alors, pour faire simple, il y a un thème sur la céramique grecque, il y a un thème sur l'art funéraire, il y a un thème sur les Étrusques, parce que ça, c'est un petit peu, j'ai mis mon grain de sel en arrivant, et je trouvais dommage que les Étrusques ne soient pas présentés. Et il y a une section sur le cabinet d'antique. Alors, je vous montre cette approche. Pardon pour les reflets, c'est un peu compliqué de prendre des photos, parce qu'on n'a pas beaucoup de recul. Mais je vous montre ici cette approche, comment dire, cette vitrine de céramique où ben là, l'idée a été de présenter les vases plus ou moins de façon chronologique. Je ne voyais pas comment faire, ou en tout cas, je n'avais pas forcément envie de faire autre chose. Je voulais vraiment qu'on puisse lire, avoir des niveaux de lecture différents. Et ça, je pense que c'est important pour les musées aujourd'hui d'avoir des niveaux de lecture différents. Donc, les spécialistes ou ceux qui veulent s'y intéresser peuvent avoir une lecture très scientifique, mais on peut avoir aussi la lecture très histoire des collections, parce que c'est quasiment, enfin c'est que du Turpin de Crissey qu'il y a ici. On y a ajouté quelques vers romains qui étaient aussi de Turpin de Crissey, mais bon voilà. Les technologies numériques sont là de façon discrète. Alors là, je ne joue pas à ces détails. Normalement, ça devait pas être dans la vitrine, ça devait être ailleurs, mais bon, bref. C'est cette petite tablette. Néanmoins, le musée Pincé fait appel à certaines technologies numériques, notamment pour les autres vitrines, pour pouvoir justement un petit peu faire rentrer ce musée Pincé dans les musées du XXIe siècle, puisque c'était aussi un peu notre enjeu avec tout cela. Et pour terminer, ce bout de vitrine qui est consacré au cabinet d'antique, parce que là, alors ça c'est une idée de mon prédécesseur, Delphine Gallois, et je tiens à être honnête, c'est pas moi qui ai eu cette idée-là, de présenter véritablement les objets de cabinet d'antique. Après, moi, j'ai eu l'idée de reprendre le dessin de Turpin de Crissey, d'imiter un petit peu l'idée des superpositions, des différents des petits podiums, etc., qu'il avait dessinés. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que là, on est véritablement dans une approche purement histoire du groupe, purement histoire des collections et des collectionneurs, parce que vous avez cette maquette de tombeau d'Italie du Sud qui a probablement été rapportée par Turpin de Crissey lors d'un de ses voyages. D'ailleurs, là aussi, si vous connaissez des maquettes similaires, ça m'intéresse, parce que j'aimerais bien arriver à voir un petit peu le corpus et de voir un petit peu les choix qui avaient été faits pour ces représentations de tombeaux, et qui étaient un peu, je pense, les souvenirs qu'on rapportait des voyages en Italie. Et puis à côté, vous avez cette mosaïque qui a été un sujet polémique au musée avant mon arrivée et après que je sois arrivé, parce que c'est très probablement une mosaïque moderne qui provient de la collection Turpin de Crissey, qui devait être restaurée, voilà, comme tout projet de restauration d'un musée de France, on le soumet à une commission scientifique régionale, et qui a été très 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 perdu par cette idée justement d'une mosaïque moderne. Et au final, on a pu faire la restauration en faisant des analyses. Et en fait, les analyses de Mortier montrent que elle est très, très probablement moderne. D'ailleurs, je trouve que visuellement, pour moi, elle n'a rien d'antique. Au contraire, elle est plutôt moderne. Mais c'est le cas aussi de quelques lampes en terre cuite que vous avez dans cette vitrine et qui sont en fait des faux, qui sont des œuvres modernes et qui proviennent pour certaines de la collection de Durand et ensuite Turpin de Crissey, et qui montre que là aussi, on a fait le choix de présenter des faux
Alors, c'est pas de présenter des faux, c'est une expression qui paraît un peu détonnante comme ça. C'est parce que pour nous, ça fait partie aussi de l'histoire des collections et que c'est pas pour dire oh là là, bah, regardez, hein, on a collectionné des faux. Non, non, c'est pas ça. C'est pour montrer aussi que ça faisait partie de l'histoire du goût. C'était la façon dont on imaginait l'Antiquité à cette époque. Et je pense qu'il y a eu hein, des expositions sur le faux, sur la représentation de l'antique aux époques modernes. Mais je pense qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. S'il y a des amateurs, j'en discute très volontiers, parce que voilà, nous avons quelques objets. Dans d'autres musées, on en a un peu honte, on les cache. Bon, nous, on se dit que ça ne servait pas à grand-chose. Et puis, je ne vous cache pas, quand je suis arrivé, la collection était en caisse. Donc, pour moi, c'était un peu compliqué aussi d'aller piocher des objets que je ne connaissais pas, ou j'avais pas forcément une couverture photographique exhaustive. Et puis je me disais, bah, ça fait partie de l'histoire, hein, donc autant l'assumer. Peut-être qu'on reviendra là-dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait vraiment partie de ces enjeux. Alors, pour conclure, hein, je vous avais bien compris qu'en fait, ce musée Pincé, c'est un lieu exceptionnel. Et encore, je ne vous ai pas montré les masques japonais, etc. Mais ça, il faudra venir les voir. Je fais du suspense. C'est une collection remarquable, notamment pour ses vases grecs. C'est pas la plus grande, c'est pas la plus prestigieuse hein, en France, mais pour moi, c'est peut-être l'une des plus importantes sur le sur le sujet de l'histoire des collections. Et à mon avis, c'est aussi une collection remarquable sur l'histoire de la restauration. Alors là, c'est l'ancien restaurateur qui parle, forcément, mais toute l'approche qu'avait eu le C2RMF il y a plus de 15 ans serait, à mon sens, à reprendre, enfin à compléter, puisque les observations étaient très pertinentes, et peut-être à dresser aussi, à apporter des éléments complémentaires pour cette tentative de dresser une histoire de la restauration. Et puis, ben, je ne vous cache pas, comme tout le musée Pincé ou comme tous les musées d'Angers, ce sont des identités très fortes pour les Angevins. Ça, on l'a bien senti aux Journées du patrimoine de cette année où le musée Pincé a été réouvert depuis très peu de temps. Il y avait plus de 300 visiteurs par jour, ce qui pour un musée de territorial est assez important. Euh, donc voilà, donc on a de véritables enjeux. Et puis encore une fois, ben, je suis ravi d'avoir pu vous présenter cette collection ici. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est toujours passionnant de revisiter les choses. Moi, j'ai plein de questions, mais je ne veux pas monopoliser. J'espère bien. Je ne veux pas monopoliser. Non, d'abord, il y a des choses qui m'intéressent. Par exemple, ça serait vraiment intéressant de vérifier si Trindal est venu à Angers. Ce n'est pas impossible. Ouais. D'accord. Et ça peut se vérifier en demandant aux gens à l'archive Trindal. Ouais. Yann McPhee peut vous dire ça. Même chose pour Bisley. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il y soit passé. Il est allé à Boulogne, il s'est beaucoup baladé en France. Et Bisley, il avait un sbire qui était Bottmer. Et Bottmer, en France, est allé partout, à des endroits où ni vous ni moi ne sommes allés. Donc, je pense qu'il connaissait bien. Et dans la collection, il y a cette coupe de petits maîtres que vous avez montrée, dont l'anse est restauré. Vous dites qu'il n'y a pas de chef-d'œuvre. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Oui. Oui, c'est pas Exéchias, mais c'est son petit cousin. Mm. Donc, il y a quelques trucs qui sont assez extraordinaires. Et le vase à inscription, il est publié dans l'élite céramographique de Lenormand. Donc, ils ont tous une histoire. Mais ma question, elle portait, en vous écoutant, je me dis que ça vaudrait la peine, dans ce séminaire ou ailleurs, de comparer, non pas les collectionneurs de l'Ouest, parce que je ne sais pas si c'est un concept pertinent. Turpin, sa collection, elle était à Paris. Oui, c'est vrai. Elle a rien et on l'oublie souvent. On l'a oublié. Même moi, je ne vous cache pas, je l'ai appris très récemment. Donc. Et ce goût du collectionnisme un peu érudit comme ça, il est très parisien d'abord, parce que c'est là qu'ont lieu les ventes, c'est là que ça se passe. En revanche, ça serait intéressant de comparer, il me vient à l'esprit 3 peintres, Ingres bien sûr à Montauban, Pierre Paris à Besançon, et donc Turpin, qui sont tous les 3 des peintres qui vont en Italie, qui collectionnent pour leur travail, et qui font, donc il y a là des logiques.
Elles sont après très différentes, mais ça serait intéressant de les comparer. Ingres et Pierre Paris, c'est en plus précédent Turpin, si ma mémoire est bonne. Et voilà. Après, les histoires du CVA, on va pleurer, donc peut-être pas le moment d'ouvrir ce dossier. C'est très compliqué de faire un CVA, mais Cécile, elle sait ça mieux que moi. Voilà, mais j'aurai d'autres questions après. Merci beaucoup, Fabrice. Une communication très riche, effectivement, et j'étais contente d'en apprendre plus sur Turpin de Crissey, qui est un nom qui revient quand même pas mal quand on s'intéresse au 19e siècle. On voit à peu près qui c'est, on voit le musée Pincé, mais c'est vrai qu'il était encore pas très mis à l'honneur. Et j'étais notamment très intéressée de cette fameuse lettre au directeur des musées, c'est un peu le rêve quand on s'intéresse à une collection, d'avoir le donateur, le collectionneur qui donne directement ses motivations, ses choix, qui parle, alors même s'il ne parle pas de tout, c'est quand même une chance assez incroyable de pouvoir accéder directement à sa parole, lui, sur sa collection. Et du coup, je me demandais, donc c'est une lettre qui est évidemment chez vous. Elle est publiée, non, c'est ça. Hein. Non. Actuellement, elle est dans mon bureau, pour tout vous dire. Et donc ça fait partie en fait de nos archives, de toute la documentation qu'on a dans notre centre de documentation. C'est une lettre où je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir déjà de pouvoir la taper. C'est ce que j'ai commencé à faire, mais bon, voilà, on est pris par, tu sais bien Cécile, on est pris par plein d'autres choses. Et puis pas qu'au sujet des vases grecs d'ailleurs. Et du coup, je me disais qu'il y aurait peut-être un travail à faire sur Turpin de Crissey avec cette lettre, déjà de la publier, alors peut-être pas sous forme d'ouvrage, mais c'est une lettre qui fait une trentaine de pages, donc il était quand même assez loquace. Mais au regard de sa collection, ça se comprend. C'est une lettre qui, alors ça, il faut quand même que j'en ai confirmation, mais qui, d'après ce que j'ai en vérifiant 2-3 choses pour cette intervention aujourd'hui, Catherine Leusser dit qu'elle a été écrite de sa main. Moi, à un moment donné, il me semblait que c'était sa femme qui lui avait écrite, parce que c'est la même écriture, me semble-t-il, que le catalogue, enfin, que l'inventaire manuscrit. Peu importe, bon, on est dans du détail. En tout cas, si c'est sa femme qui l'a écrite, c'est sous sa dictée à lui. Je me pose la question sur la façon de la publier, peut-être sous une forme numérique, peut-être une sorte de portail ou de site internet, en y adjoignant autre chose qui, pour moi, j'aimerais bien, à un moment donné, vous avez vu, il y a plein d'idées possibles, hein, mais je pense qu'il n'y aura pas le temps pour tout. J'aimerais bien étudier les dessins de Turpin de Crissey, qui en fait sont, je ne vous en ai pas montré là, mais il a dessiné quelques pièces de sa collection, mais sinon il a fait des dessins de type, des dessins qui reprennent vraiment un peu l'idée du vase grec, des compositions qui à mon avis sont des compositions alors il y en a une où on sent qu'il s'est inspiré du grand cratère du banquet des dieux qu'on a dans les collections. Mais je pense qu'il a vu de toute façon d'autres vases, hein, il en connaissait bien plus que nous, je pense. Et il faudrait étudier, voilà. Alors peut-être qu'une partie a été faite, en tout cas nous au musée on n'a rien là-dessus. Je ne vous cache pas que la collection de dessins de toutes les périodes, sauf David d'Angers, a été un peu, pas délaissée, mais on commence un petit peu à la réétudier et à identifier des axes de travail. Donc là aussi, je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait intéresser des travaux universitaires. Et ça pourrait faire une sorte de site internet, je pense, y mettre à la lettre, parce qu'on y trouve plein d'informations. Oui, d'ailleurs, ça allait être ma question d'après, la question des dessins, justement, puisque effectivement, lui-même étant peintre. Et oui, ce serait un aspect très intéressant, notamment avec la comparaison qu'évoquait François avec les autres fonds. Évidemment, on connaît bien Ingres. Il y a des montagnes de dessins.
dingue, à Montauban, il y a des montagnes de dessins, Ouais. y compris ces fameux cartons, qui sont des dessins pris par lui ou ses élèves sur les publications précédentes pour se fabriquer une documentation graphique. Même chose, Pierre Paris, il y a une énorme collection de dessins, alors plus artistique, disons. Ouais. Et là, du coup, la question qui me venait à l'esprit, que je voulais poser, c'est aussi celle de la bibliothèque de Turpin. On a une idée de ça? Est-ce qu'il avait une bibliothèque? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Et est-ce que vous l'avez? Apparemment Alors, pas. Là, peut-être que je parle. C'est peut-être le fait aussi que je ne sois pas là depuis très longtemps. Enfin, je ne sois pas au musée depuis très longtemps, je ne sais pas. Ça, j'ai pas l'impression que la bibliothèque ait été léguée à la bibliothèque municipale d'Angers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été léguées, mais pour Turpin-Crissé, sincèrement, ça ne me dit rien. Mais là, peut-être mon manque d'expérience au musée. Ouais. Oui, bah oui, ouais. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ça, j'aurais pu le dire, hein, mais ça m'y fait penser, dans le testament, il est écrit que cette collection, la collection d'objets, va au musée d'Angers, que si la ville d'Angers refuse, c'est son droit aussi, si elle refuse la collection d'antiques ira au Louvre, même si à un moment donné il dit dans sa lettre qu'en fait sa collection elle va être noyée au Louvre et que ça ne sert à rien, que d'ailleurs elle n'a pas la qualité des pièces qui s'y trouvent déjà au Louvre, donc voilà. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que sa collection, notamment plutôt de monnaie, d'intaille, irait du côté de la BN. Ben, en fait, non, on a tout eu avant, parce qu'on a tout pris, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose sur les ouvrages. Alors peut-être que je suis passé à côté, mais je vérifierai. Et moi, je voulais poser une question justement, en partie vous avez répondu, c'est-à-dire est-ce qu'on retrouve ces œuvres dans les travaux de Turpin de Crissé? Et puis, je me posais la question, vous avez utilisé le mot de symétrie pour ces vases similaires à un binôme, disons. Et est-ce que on peut imaginer que cette symétrie était dictée par une volonté d'exposition, voire, je pense le mot ameublement, dans sa maison, c'est-à-dire qu'il concevait des paires pour peut-être les exposer finalement, comme il le fait dans ce dessin, il suggère une manière d'exposition qui est très symétrique finalement, avec des pièces plus importantes au milieu et des paires sur les côtés. Est-ce que vous avez des traces dans cette lettre ou ailleurs de cette volonté d'exposer peut-être chez lui les pièces de cette manière? Des traces, il n'y a pas grand-chose, mais on sait par exemple pour l'Antiquité égyptienne, il dit qu'il faudrait faire une vitrine alors, qu'il appelle de style égyptien. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on imagine une forme très différente. Il dit qu'il faudrait faire une vitrine de style égyptien comme celle que j'ai et dans laquelle je présente mes objets actuellement. Comme tout collectionneur, je pense que son cabinet était accessible, en tout cas voilà, en tout cas pour les amateurs. Même si là, pour le coup, du côté des musées d'Angers, on n'a pas vraiment de traces là-dessus. Mais là aussi, ce serait à approfondir parce qu'effectivement, M. Lissarag l'a bien redit et c'est bien parce que c'est quelque chose aussi que moi-même j'oublie. C'était une collection parisienne, effectivement. Hein. Après, est-ce que ça se retrouve dans son œuvre? Donc, il y a quelques dessins, hein, comme je disais, qui reproduisent des œuvres. Ça reste très discret. Après, je ne suis pas le spécialiste de l'œuvre de Turpin de Crissé, ce n'est pas du tout mon domaine, mais il y a des gens qui le font beaucoup mieux. En tout cas, de ce que l'on a au musée, de ce que l'on a exposé, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. En tout cas, il n'y a pas, comme certains peintres, utilisé un vase de sa collection mais c'était plutôt dans les dessins qu'il faisait ça. Mais parce qu'en plus, Turpin de Crissé, certes, c'était un peintre, mais je pense que c'était un meilleur dessinateur au final. Enfin, on sent que c'est là où il s'exprime le mieux par rapport à la peinture. Donc, je laisserai les 19e parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, moi, c'est une question très très précise. C'est à propos de l'amphore de Nikosthenes.
Oui. Voilà. Je pense qu'il faut que je regarde le catalogue de toute façon. Mais est-ce qu'il y a des dessins de profil qui ont été faits de cet amphore? De profil archéologique? Ouais. Non. Non. Non, Très non, non, bien. il y a tout à faire. Si vous voulez venir la voir, avec plaisir. D'accord. Moi, je ne suis pas dessinateur de dessin archéologique, donc je ne m'y collerai pas. Mais à ma connaissance, non. D'ailleurs, il faudrait regarder du côté de l'étude de Valotter, hein, donc des années 1920, parce que je crois qu'il y en a quelques-uns. Mais alors, je ne veux pas dire de bêtises. Je sais qu'il a fait des dessins de décors pour qu'on puisse identifier les œuvres. Mais non, et puis il y a quand même eu un travail que j'aurais pu citer, je l'ai oublié, je ne suis pas sympa, un travail qui a été fait d'une étudiante de l'école du Louvre il y a un petit moment, je ne sais même plus la date, dans les années 90 je crois, ou 80, de Karine Sauvignon sur justement l'étude de la collection Turpin de Crissey et toute la collection, hein. Donc c'est elle vraiment qui a repris les inventaires et qui a permis d'y voir un peu plus clair, parce que je pense qu'au musée on n'y voyait pas très clair à cette époque. Et, euh, et elle a quelques relevés, quelques dessins archéologiques, mais pas beaucoup en fait. Et elle les prend, je crois, plus des publications de type Valotter. Donc non, à ma connaissance, non. En tout cas, moi, j'en ai pas. Puis si vous voulez venir le faire, on peut s'arranger. Et est-ce que vous auriez d'autres vases attribués à l'atelier de Nicosthenes ou Non, enfin bon, c'est le une seul. question comme ça, c'est le seul. Oui. C'est Mais le c'est seul. aussi un chef-d'œuvre d'ailleurs. D'accord, ok, très bien. Donc vous en avez. J'ai bien fait de venir alors. Oui, ma question portera sur quels sont les contacts dans le milieu des collectionneurs de Turpin de Crissey. Vous pouvez reconstituer un peu le réseau? Parce qu'on voit de temps en temps donc la vente Durand qui y avait Ouais. été présent. Ouais. Quels étaient ses rapports avec les collectionneurs parisiens de l'époque et avec les grands collectionneurs du Ben, monde britannique? Enfin, ça, évidemment, c'est un portrait en creux, mais qu'il faudrait un peu nourrir pour ouais. mieux comprendre ce qu'il donne. Parce que quand je vois l'état de sa collection, si vous allez à la maison de Goethe à Weimar, il y a bon an, mal an, à peu près le même genre de choses. Bon, évidemment, Goethe, il avait d'autres réseaux directs en Italie, et puis Tischbein lui avait procuré tout un tas de choses. Mais ça serait intéressant de, si on veut, les collectionneurs d'antiques à ce moment-là suivent des protocoles, constituent des réseaux assez forts qui orientent les politiques muséales. Et donc là, il y a un peu une recherche de prosopographie à faire qui me paraît très très importante. Vous avez bien compris qu'il y a plein de potentielles recherches. C'est là aussi où je pense que par rapport aussi au travail qui venait avec Yann Achat et avec l'équipe de Cécile, bon, voilà, concrètement, nous, on n'a pas de choses très précises là-dessus. On sait seulement ce qu'il a bien voulu nous dire dans sa lettre, ou par des témoignages indirects chez d'autres personnes. Mais ça, du coup, c'est plus en croisant les données avec nous, notre propre réseau. C'est pour ça que je disais qu'à un moment donné, il a le fait qu'il soit en contact avec Brongniart à Sèvres, c'est intéressant. Voilà, moi, ayant beaucoup d'affinité avec le musée de Sèvres, forcément, c'est ce genre de données que je trouve intéressante. Mais ça montre aussi qu'à l'époque, c'était une approche aussi globale, à la fois sur les techniques, sur les découvertes, etc., les décors. Bon. Et on sait dans sa lettre, alors n'oublions pas hein, le fait d'avoir été protégé, en tout cas un proche de Choiseul-Gouffier, le fait d'avoir été le chambellan de Joséphine, montre qu'il était intégré dans tous ces réseaux. Ça, c'est certain. Sa collection, elle était vivante, elle a évolué, il a dû échanger des pièces, etc. Bon, après, qui exactement, on ne sait pas. De temps en temps, il dit mon ami un tel, etc. Bon, on reste dans les grands noms en fait de cette époque. Donc oui,
oui, c'est sûr, il était dans des réseaux qu'il faut définir, mais qui, à mon avis, sont les mêmes qu'il y a autour de Durand, autour de toutes ces personnes. Moi, sincèrement, je ne suis pas spécialiste, ça m'intéresse, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont plus... donc voilà, s'il y a des recherches à faire là-dessus, je veux bien qu'on y réfléchisse. Et c'est sûr, il y a des choses à faire. Après, je sais par exemple dans sa lettre, il nous parle, c'est très étrange qu'il nous en parle, il nous parle de la collection Billardo, qui est, voilà, je vois Cécile tout de suite, Louise aussi, il nous en parle. Alors au début, il dit, je ne me rappelle plus du nom de ce monsieur, donc en fait, il ne le connaît pas personnellement. Il est allé le voir, il a vu sa collection. Il dit que beaucoup de personnes émettent des doutes sur l'authenticité, etc. Il dit que lui, il n'a pas vu de choses. Alors c'est marrant parce qu'il se dit qu'il n'est pas spécialiste, mais en même temps, il se permet de faire aussi des commentaires en disant, oui, bon, il n'y a pas de faute de goût. Alors qu'on sait que dans cette collection, il peut y avoir quand même des choses assez étranges. Pas de faute de goût, de sûreté dans les décors. Alors il parle de vases à décor mat. Donc je pense qu'on est dans l'approche des vases plastiques, des types Canossa. Ensuite, c'est à ce moment-là qu'il parle de Brongniart, en disant qu'il en a discuté avec Brongniart d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'il en était. Donc il est certes, il est dans tout ce réseau. Après là, je pense que on peut arriver à essayer de le reconstituer en partie si on travaille tous ensemble là-dessus. Enfin, c'est ce que fait l'INHA et puis on est aussi là, c'est un travail de l'INHA, mais c'est une découverte que j'ai faite et qui a été validée par Cécile assez récemment sur le fait que dans les recueils de Muret, on retrouve des objets qui proviennent de la collection Turpin-Crissé, chose qui n'avait pas forcément été identifiée. Alors là l'objet, c'était pas un vase grec, c'était plutôt une figurine, mais bon voilà, il était homme de son époque en fait. Donc, mais oui, mais il y a du travail à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Qui s'intéresse beaucoup à l'aspect esthétique des vases, mais est-ce qu'ils se posent des questions sur leur fonction C'est une bonne question. Est-ce qu'il se pose des questions sur la fonction? Pas vraiment. En tout cas, il ne le dit pas dans la lettre. Je pense qu'il se l'est posé face aux œuvres, enfin j'espère. Je pense aux deux cratères à volute apulien. On sait que ce sont des vases funéraires. Est-ce qu'il s'était posé cette question? En plus, c'est des vases avec le naïskos, etc. Donc, non, il ne le dit pas forcément. Je réfléchis. Parce que des fois, quand il donne des noms de formes, il est plutôt dans des choses, des systèmes qui même, je pense, presque à son époque, n'étaient peut-être pas non plus utilisés par les spécialistes. Mais là, je n'ai pas d'exemple en tête. Non, mais là, je vous dirais non, il faut donner une réponse, mais je regarderai, parce que du coup, ouais, ça peut être intéressant sur la fonction. Je dis la réponse, elle est dans la vitrine qu'on voit, c'est-à-dire cette maquette de tombe Oui. qu'en effet tout le monde achète. Il y en a au musée de Saint-Germain-en-Laye, il y en a dans plein de musées. Il y en a à Karlsruhe. Il doit même y avoir une étude suédoise là-dessus. Tout ça est en liège. Oui. C'est du liège et ça, fin 18e, début 19e. Oui. Et ça, évidemment, ça mène vers une interprétation funéraire de tout ce matériel, qui est la tendance générale dans l'interprétation des vases jusque vers 1820-30. Tout est funéraire. Le commentaire de Tischbein, Talinski, c'est les mystères de l'au-delà. Enfin, relisez le texte de Salomon Reinach au début du recueil Mien où il fait l'histoire de l'interprétation. On est en plein dans ça. Donc ça, c'est très cohérent et très logique. Et moi, j'avais une question, mais je l'ai perdue en route. Oui, c'est ça. Le premier vase qu'il achète, le Lécique, là, qui est clairement Héraclès et les Amazones, Tidée, combattant et Théocle, d'où ça sort ce truc? Et c'est lui qui nous le dit, hein. C'est écrit dans sa lettre. Je n'ai plus l'article de Valotaire en tête ni tout ça.
Il doit y avoir quelqu'un qui a... Il a pas, ça ne s'invente pas un truc comme ça. Parce Ça que, ne bon, s'invente pas, non. puis, C'est au une des passage, premières diapos, alors. les petites lécanides, là, pour moi, elles sont italiotes, elles ne peuvent pas être attiques. On est d'accord, oui. Donc, non, parce que dans Vase en voyage, justement, elle est dite attique, et pour le coup, moi, je ne suis pas d'accord, mais voilà. Je suis ravi Mais d'avoir votre quand on avis. voyage, on peut errer. Hein. Ouais, et là, je vois pas d'où ça sort cette histoire de tidée. Moi non plus. Alors, c'est lui qui nous le dit. Après, c'est peut-être lui qui se le dit à lui-même. Hein. Enfin, je veux dire, il le sort peut-être pas de quelqu'un d'autre. Non, mais ça s'invente pas. Donc, c'est les 7 contre Thèbes, Ouais. c'est un truc très Ouais. précis. Et enfin, j'aimerais bien comprendre parce que ça, j'adore ça. Venez le voir aussi. Ouais, non, peut-être. Ouais. Dans sa bibliothèque. Ouais. Ouais. Peut-être que c'est une identification faite dans un catalogue de vente et il a repris ça parce qu'il dit en ayant suivi les ventes publiques. Ouais. Acquis entre 14 et 18. La collection Tochon, c'est. Non, c'est avant. C'est un marchand italien qui lui a vendu une histoire. Ouais. Mais bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ma question est les dessins dans les vases, c'est juste les dessins différents ou il y a autre signification? Autre signification de quoi? J'ai pas compris. Le vase, il y a les dessins dans les vases. Ma question est les dessins, c'est juste les dessins différents ou il y a autre signification? Par exemple, ça peut être présente le statut de les personnes ou la qualité de personnes. Pardon, j'ai du mal à. C'est pas Je suis grave. un peu sourd en plus, donc. Les dessins différents dans le vase. Les dessins, oui, c'est juste le dessin ou il y a autre signification? Les quoi? Le dessin. Oui, les images, oui. Les images. Oui, les images, il y a autre signification dans les images. Par exemple, il y a quelqu'un, c'est plus qualité. Il utilise les dessins en particulier. Alors, c'est-à-dire les images qui sont sur ces vases. Oui. Ces images, tout le monde peut utiliser cette image ou l'image en particulier pour quelqu'un. Donc, c'est-à-dire l'interprétation qu'on a de l'image. Oui, oui. Et c'est pour le public ou c'est juste pour les personnes particulières? Je ne comprends pas à quel moment on se place dans l'Antiquité ou du coup, oui, pourquoi on a fait ce décor, c'est ça Ouais. Alors là, je pense qu'il y a des personnes dans la salle qui sont beaucoup plus spécialisées que moi et qui sont beaucoup plus compétents. Après, je ne sais pas. Enfin, là si on garde le Lécite ici, qui est toujours moi, je l'interprète plus comme étant. Alors, effectivement, hein, on est d'accord sur la scène. Hein, c'est pas du tout idée. On est sur Héraclès et les Amazones. C'est plus une production de série qui était des vases plutôt funéraires, à mon avis. Mais bon, ça reste une production très très tardive. Après, sur les autres, chaque vase est presque particulier. Donc, du coup, j'ai un peu de mal à répondre précisément à la question. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'image, donc. Non, il veut pas. Non, je sais pas, je suis pas sûr d'avoir compris ce que vous demandiez, mais dans ces images de vases grecs 6e, 5e siècle, il n'y a jamais le portrait d'une personne précise. Les exceptions se comptent sur les doigts de la main.
c'est Crésus, c'est Archésilas, enfin, c'est très très exceptionnel. Donc ce sont toujours des images génériques, et d'ailleurs les physionomies sont très répétitives. Après, on a comme ici des scènes mythologiques, donc qui renvoient à des histoires, Héraclès, ou bien, on a vu tout à l'heure, je ne sais pas, des gens au banquet. Alors, celui qu'on a vu, c'était là aussi Héraclès et Dionysos. Donc, voilà, ça tient un discours très général à une société qui s'intéresse à ces histoires-là, mais pas dans le détail biographique d'individus particuliers. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est-à-dire, en tant qu'ancien restaurateur, maintenant que vous êtes conservateur, est-ce que vous pouvez encore intervenir comme restaurateur? Et est-ce que ça vous manque? Enfin, est-ce que ça vous donne envie parfois, en voyant une pièce, de dire je la restaurerai bien, celle-là Et est-ce que vous avez le pouvoir de le faire? Alors, vous pouvez presque prétendre, vous pouvez aller 2 étages, enfin 3 étages plus haut à l'INP, vous proposer pour être au jury du prochain concours, puisqu'en fait c'est une question qui m'a été posée lors du concours de recrutement quand j'ai passé l'oral. Et donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de texte là-dessus, mais il y a plutôt l'appréciation qu'on en a. Déjà, je vous dirais que si j'ai voulu changer, en tout cas avoir une évolution de carrière un tout petit peu différente, et je me suis orienté vers la conservation pour des raisons qui étaient que j'avais envie d'étudier des collections, faire des expositions, etc. Que je ne renie pas la restauration, mais que je n'ai pas, que je ne me propose pas pour aller restaurer les pièces de ma collection, même si des fois quand je vois une anse cassée, je me dis que c'est tellement simple pour moi de le coller, alors qu'il va falloir que je fasse des demandes de devis, etc. Mais je ne le fais pas parce que là, pour le coup, je pense qu'il faut que chacun soit à sa place. Après, si ça me manque vraiment, vu que j'étais restaurateur de céramique, je vous dirais que je n'ai qu'à casser des assiettes chez moi et je les recollerai. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou alors à distance? J'ai pas vu de questions dans le chat. Il y a encore temps de poser une question si nos auditeurs le veulent. Mais sinon, comme on arrive... Ah. Non, la vitrine. Le dessin ou la vitrine actuelle? Vitrine. Actuelle. Oui. Donc là, on a la vue de la salle et là, on a la vitrine. Est-ce qu'on arrive vraiment à voir? Pardon. Les vases qui sont en haut, parce que je ne sais pas, elle est prise par... Les vases qui sont en haut, c'est ça? Oui. Alors moi, je suis grand, hein, je fais plus d'1m90, donc c'est toujours compliqué quand on est face, se mettre à la place des visiteurs. En fait, ça a été vraiment elles sont beaucoup plus basses, ces vitrines. Enfin, elles ne sont pas très très hautes. Néanmoins, effectivement, les vases du haut sont un tout petit peu moins faciles à voir. Après, c'est toujours pareil, c'est que les vases les plus gros, les plus lourds, on les met en bas pour des raisons de poids. Parce que là, voilà, enfin bon, je me voyais pas mettre les gros cratères en haut. Effectivement, la petite Lécanis, là, que vous voyez très très mal sur la photo, mais qui est ici, on ne voit pas son décor. Ça, je suis d'accord. Je ne vous cache pas que, comme toujours, hein, quand on aménage un musée et quand on fait un nouveau parcours, déjà, il y a des compromis à faire hein, entre les volontés du scénographe et les volontés du conservateur. Qu'il y a des choses pour lesquelles, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas lâché, d'autres où je me suis dit, bon, ok, mais qu'il y a des choses qui vont aussi évoluer, que je ne vous cache pas, voilà, je vous disais, dans le potentiel évolutif de cette collection, les futurs objets qui vont rentrer, voilà, parce que bon, on travaille là-dessus actuellement. Je pense que d'ici peut-être 2 ou 3 ans, il va falloir que je repense cette vitrine. Et effectivement, je prendrai aussi en compte cette approche. Pour l'instant, les visiteurs
sont très critiques en général quand ils vont dans un endroit. Donc on voit toujours le petit défaut, le petit cartel où il y a la petite faute d'orthographe. Là, pour l'instant, j'ai pas de retour sur on voit pas bien les vases. Au contraire, je pense que les gens avaient tellement peur que la collection soit dispersée, parce que ça, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé. On m'a dit, mais la collection, est-ce que vous l'avez? Est-ce qu'elle est vraiment là? Oui, oui, elle est là. On l'a pas vendue. C'est un musée de France. Donc, et du coup, je pense qu'aussi, ils ont été très, très frappés par le fait. C'est vrai que j'aurais pu vous mettre une photo, je n'y ai pas pensé, de l'ancienne muséographie, qui était très très différente et qui avait fait son époque et qui du coup ne jouait pas trop sur l'accumulation. Là, on a joué sur l'accumulation parce que c'était un peu l'idée aussi de la scénographe, qui est de se retrouver un petit peu cette impression de cabinet en quelque sorte. Et puis l'accumulation se justifie surtout qu'on est dans des espaces réduits, qu'on a beaucoup de collections et qu'on veut montrer un maximum de choses. Donc voilà, franchement, il faut venir voir sur place, c'est parce qu'en photo, ça ne rend pas du tout. Et puis on a vraiment joué sur la hauteur des socles, etc., pour que tout soit visible. Mais voilà, l'étagère du haut, elle est quand même visible, mais pas aussi bien, c'est sûr, que les étagères inférieures. Je crois qu'on arrive au bout de nos 2 heures exactement. Parfait. Encore merci beaucoup. Merci à vous tous. Et puis je crois que maintenant on a bien compris le message. On va tous venir voilà. Alors, visiter le musée Pincé. Pour que ce soit clair du coup un petit peu, c'est pas de la publicité, c'est des informations pratiques. Le musée est ouvert uniquement les week-ends, le samedi et le dimanche pour le musée Pincé. Ensuite vous avez les autres musées, mais le musée Pincé est ouvert les week-ends, samedi et dimanche de, je ne sais plus, 10h à 18h. Et il ne ferme pas entre midi et 2, donc vous pouvez venir sur l'heure du déjeuner. En revanche, il est ouvert la semaine uniquement pendant les vacances scolaires de la région Pays de la Loire, et sauf le lundi qui est le jour de fermeture. Donc en temps normal que les week-ends, pendant les vacances, les week-ends et la semaine, sauf le lundi. Voilà. Très bien. Merci pour cette invitation. Merci encore. Et donc nous, on se retrouve dans un mois, en novembre, le 6 novembre de mémoire. C'est ça, avec donc Alessia Zambon pour parler de la collection Fauvel. Merci.